Conakry, 7 février 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le président de la République poursuit son séjour de travail en Éthiopie. Ce jeudi, 6 accords de coopération ont été signés entre Conakry et Addis Abeba. Au sommaire encore, la relance des points de pesage à travers le pays. 12 sites seront réalisés pour lutter contre la surcharge des gros porteurs. Le ministre des Travaux publics visite les chantiers. Et puis la campagne d'insémination artificielle enregistre de bons résultats dans la savane. Les vaches examinées par les vétérinaires ne portent pas de brucellose, ce qui augure de belles perspectives pour le programme présidentiel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République poursuit son séjour de travail en Éthiopie. Professeur Alpha Condé s'est entretenu ce jeudi avec le Premier ministre éthiopien. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre Addis Abeba et Conakry. Au total, 6 accords ont été signés, axés notamment sur les domaines économiques et scientifiques. Le point avec notre envoyé spécial, Sanassi Keita. C'est ce jeudi 7 février 2019 que le président de la République, en compagnie d'une forte délégation, est arrivé au palais Ménélique. Ici, professeur Alpha Condé et Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, se sont entretenus sur plusieurs questions importantes pour renforcer davantage l'axe de coopération Conakry-Addis Abeba. Des entretiens qui ont débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays, la Guinée et l'Éthiopie. Entre autres accords, on peut citer la création d'une commission ministérielle mixte qui a pour objectif de définir le cadre juridique pour la création et le fonctionnement de la commission ministérielle mixte. L'agriculture. Ce présent accord vise à promouvoir la coopération entre les institutions, les entreprises et les opérateurs économiques des parties travaillant dans ce domaine dans les limites surtout de leurs compétences respectives et dans le respect des lois et règlements des deux pays. L'établissement d'un partenariat stratégique. Là, les deux parties conviennent de coopérer sur des affaires internationales et régionales d'intérêt commun, aussi bien au niveau régional qu'international. Également, des questions traitées par les Nations Unies, l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres plateformes internationales et régionales, dont les parties sont membres. La santé et les sciences médicales, un protocole d'accord pour lequel la Guinée et l'Éthiopie se sont engagés à promouvoir leur coopération sur la base de la réciprocité et de l'égalité, surtout pour le plus grand bonheur de leur peuple. La science, la technologie et l'enseignement supérieur ne sont pas restés à l'écart de cette coopération entre la Guinée et l'Éthiopie. Le but de cet accord est de définir un cadre de coopération, de concertation et d'échange d'informations, de promotion et de suivi d'activités de recherche, de formation, d'expertise et d'information scientifique menées en partenariat entre les parties dans les divers domaines académiques et scientifiques, des secteurs importants qui, sans nul doute, permettront aux deux pays de sceller de véritables relations d'amitié et de coopération. Au palais présidentiel d'Addis Abeba, professeur Alpha Condé est accueilli dans une ambiance festive par la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Une présidente avec laquelle le chef de l'État entretient des relations personnelles depuis la FEANF, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Cette diplomate de carrière, qui a été représentante du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine, a enfin félicité le président Alpha Condé pour non seulement son passage à la tête de l'Union africaine avec des résultats importants enregistrés, mais également pour ses efforts importants fournis en Guinée qui vont dans le sens de l'amélioration substantielle des conditions de vie et de travail de l'ensemble des Guinéens. D'Addis Abeba, direction savane guinéenne, où le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est rendu hier à Noransoba, dans la préfecture de Ségéré. Le chef du gouvernement, accompagné d'une forte délégation, a, au nom du président de la République, présenté les condoléances aux familles éplorées suite à l'éboulement d'une mine d'or qui a fait 17 morts. Dr Ibrahima Kassory Fofana annonce l'ouverture d'une enquête. Voici le compte-rendu de Adi Kamara. La Guinée est en deuil. 17 personnes viennent de perdre la vie suite à un éboulement. C'était dimanche aux environs de 19 h. Le drame s'est produit
dans la mine de Damaouri, district de Franjani, situé à 40 km de Norasoba, préfecture de Sigiri. C'est le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana, au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui est venu présenter les condoléances du peuple de Guinée et du gouvernement aux différentes familles éplorées. C'est des sentiments de tristesse. C'est la raison pour laquelle le président de la République qui devait faire le déplacement, malheureusement pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'a pas pu, m'a demandé de venir présenter les condoléances, ses condoléances, partager avec les familles éplorées cette situation et surtout exprimer aux populations de Norasoba la nécessité de veiller aux mesures de sécurité préliminaires requises pour le travail d'ordre. Parce que vous avez compris, c'est un excavateur qui n'est même pas matriculé dans la région, qui a été utilisé dans des conditions sombres pour faire des tranchées dans des conditions tout aussi sombres sur beaucoup de mètres. Et c'est là où l'éboulement est intervenu. Alors, nous exprimons nos sentiments de compassion, mais nous réaffirmons en tant que gouvernement notre engagement à faire en sorte que les mesures de sécurité, de protection soient prises de manière à éviter que des situations comme ça arrivent dans le pays. L'enquête a été ouverte, il y a même les propriétaires d'excavateurs, ils sont interpellés en ce moment, ils sont au commissariat central et ils devront répondre de la situation. Cet événement malheureux, dramatique, a été cependant l'occasion pour le président de la République, chef de l'État, de prouver qu'il est le père de la nation, pour démontrer que la vie, la sécurité, le bonheur des Guinéens et de tous les Guinéens se trouve au centre de ses préoccupations. C'est une opportunité de dire qu'on doit prendre des dispositions pour la sécurité dans les mines, notamment la lutte contre la consommation de drogue qui souvent pousse les gens à prendre des risques qu'il ne faut pas. Il y a 2 ans, la mine de Damaouri est exploitée par des orpailleurs clandestins avec tout ce que cela comporte comme risque. D'ailleurs, comment l'éboulement se produit? Généralement, l'éboulement se fait par rapport à l'exploitation abusive des anciens puits, qu'on appelle ici les damankoro, et qui souvent aussi est abusé par les Kaladantiki qui font des recherches abusives de ces trucs-là. Et souvent, la terre est dépouillée des piliers centraux ici qui consistent ici à la soutenir. Généralement, quand ces piliers-là sont coupés, la terre n'a plus de support et ça peut provoquer l'éboulement. Les cadres de Kolonkala Norasoba veulent que la formation et l'éducation des jeunes soient une priorité pour assurer le développement du terroir. C'est vrai, il faut que la jeunesse puisse apprendre autre chose que ce travail artisanal de l'or. C'est très risquant. Ils ne désertent pas l'école. Nous allons nous employer, nous utiliser, les membres du gouvernement, les cadres, à sensibiliser la jeunesse pour que réellement ils apprennent de véritables métiers et qui sortent de cet enfer. Déjà, la notabilité, les autorités locales et autres ressortissants de Kolonkala Norasoba sont déterminés à mener des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour mettre fin à de tels drames dans la localité. Dans l'actualité encore, la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines a été célébrée mercredi en Guinée sous le thème « Traduire les décisions politiques en actions concrètes ». Cette journée vise à sensibiliser les communautés et les décideurs sur les conséquences de cette pratique qui affecte la santé des femmes. C'est la première dame de la République qui a présidé la cérémonie, Mohamed Kamara. Pour l'édition 2019, l'accent est mis sur l'engagement des décideurs à faire de l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines une réalité. La célébration de cette journée est un moment idéal pour les acteurs engagés dans cette lutte de faire des plaidoyers en faveur de l'abandon des MGF dont la pratique affecte dangereusement la santé et le bien-être de la femme. Le Parlement des enfants de Guinée perçoit la pratique des MGF que certains présenteurs culturels rendent encore tenace, comme un véritable défi à relever. C'est tout ensemble avec vous, parents, autorités, partenaires, que nous parviendrons à relever le défi. Ainsi,
pour envisager notre avenir avec optimisme. Organisons-nous pour accélérer dans un effort collectif l'atteinte de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines dans notre pays. La République de Guinée est particulièrement affectée par cette pratique. Au regard de l'ampleur et du caractère endogène du phénomène, selon les chiffres, à date, il révèle que nous sommes à près de 97%. Et c'est pour relever ce défi socio-culturel que notre pays, qui est l'un des premiers à être signataire de la quasi-totalité des conventions et traités qui protègent les droits des femmes et les enfants, a adopté des mesures d'ordre politique, législatif et institutionnel. Selon les Nations Unies, 200 millions de femmes dans le monde sont victimes des mutilations génitales féminines. Un chiffre qui interpelle l'ensemble des pays touchés par le phénomène. En Guinée, aucune fille, aucune femme ne mérite de continuer à souffrir des MGF. Nous devons tous, collectivement et individuellement, prendre cet engagement et le transformer en une réalité. À cette journée de promotion de tolérance zéro au MGF, la première dame de la République, à travers sa fondation Prosmi, s'engage auprès du gouvernement pour parvenir à l'abandon du couteau de l'excision. J'invite toute la communauté nationale et internationale afin qu'elle unisse les forces en vue d'apporter une réponse commune offrant aux femmes et aux jeunes filles une meilleure protection de leurs droits et de leur santé. En collaboration avec le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance et tous les partenaires associés, la Fondation Prosmi appuiera la quinzaine du 6 février à travers des actions visant à réaliser pleinement le potentiel de ces couches vulnérables. Cette célébration du 6 février, Journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, coïncide cette année avec le lancement de la campagne nationale pour l'abandon des MGF. Pendant 15 jours, des équipes de sensibilisation sillonneront tout le pays dans le but d'une meilleure appréhension des conséquences liées à la pratique. Je vous le disais en titre, le ministère des Travaux publics s'active dans la relance des points de pesage à travers le pays. 12 sites sont à réaliser pour lutter contre la surcharge des gros porteurs. Parallèlement, ici à Conakry, une vaste opération de couverture des caniveaux est envisagée. Le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté, vient de visiter les différents chantiers. Ousmane Toumani Kamara, sous les pas du ministre. Depuis des décennies, la route est la principale voie de mobilité des personnes et de leurs biens en Guinée. Avec cet usage excessif de la chaussée, doublé de la surcharge des véhicules, le réseau routier se dégrade vite et le risque d'insécurité est très élevé. Pour alors éviter la surcharge des poids lourds, le ministère des Travaux publics est à pied d'œuvre pour relancer les points de pesage à travers le pays. Et Conakry en comptera 5. Et ça va coûter dans l'ordre de 7 millions d'euros. Toute cette plateforme, il y en a 12 qui vont être construites. Et les frontières, il y en aura au niveau de chaque frontière un poste de pesage qui sera installé. Et au niveau aussi surtout des zones minières pour que les routes qui sont construites puissent perdurer. Une seule tonne de surcharge à l'essieu d'un camion, c'est comme si vous avez plus d'1 million de passages d'un véhicule normal. L'autre chantier pour renforcer la sécurité des personnes et des engins sur la route est la fermeture des caniveaux sur les différentes artères de la voirie de Conakry. Dans cet atelier de béton préfabriqué, c'est la course contre la montre pour débuter la pose des dalles à partir du 15 février 2019. Pas très longtemps, le chef de l'État en personne m'a mis un accent particulier sur la couverture des caniveaux sur la voirie de Conakry. Et je pense que c'est en exécution de cette instruction que ce projet est actuellement en cours. Si nous prenons le linéaire total de la voirie de Conakry, environ les 30% vont être recouverts, c'est-à-dire des caniveaux. Donc c'est-à-dire que c'est un volume important de béton qui est en train d'être produit. En plus de ces travaux de couverture et le curage des caniveaux, l'aménagement de la voirie de Conakry est en cours dans les 5 communes de la capitale. Après le resurfaçage de plusieurs artères, l'heure est à la mise en place des signalisations verticales et horizontales.
Et ces différents chantiers coûtent à l'État 450 milliards de francs guinéens. Chose au plan national, la gestion et l'utilisation rationnelle de l'eau se posent comme un véritable enjeu dans les années à venir. De nos jours, cette ressource est surutilisée alors que la disponibilité baisse d'année en année. La question a fait l'objet de débats dans une université de la place. Al-Gassimba, Ousmane Ba, reportage. Indispensable à la vie, l'eau est de plus en plus rare alors que les besoins sont croissants. Comme dans bon nombre de pays, la Guinée est confrontée à la diminution des ressources en eau. Même si le pays dispose de 1165 cours d'eau, l'utilisation irrationnelle de l'eau combinée aux actions anthropiques pourrait conduire le pays à un stress hydrique dans les années à venir. En 2025, les besoins de la Guinée sont estimés à 33 milliards de mètres cubes par an selon des spécialistes. La demande en eau en 2025 risque de ne pas être couvert par la réserve d'eau que nous avons. Et donc, il faut qu'on prenne les dispositions pour que la gestion des ressources que nous avons aujourd'hui soit rationnelle afin que nous puissions continuer de façon pérenne à profiter de ces ressources. Ici, des étudiants sont sensibilisés sur la question. La réduction de la nappe phréatique ou l'assèchement précoce des cours d'eau sont parmi les sujets débattus. Ici de cette conférence, nous pouvons nous retourner à la maison auprès de nos parents, de nos amis qui n'ont pas eu la chance de venir, de leur restituer comment gérer l'eau pour mieux la répartir aux citoyens. Et ensuite, au niveau des lacs et autres, les sources d'eau, il faudrait les protéger des menaces de nous-mêmes encore, de l'homme, parce que nous agissons vraiment sur la nature. Face à la baisse inquiétante du potentiel hydraulique, la promotion des bonnes pratiques comme l'utilisation rationnelle des ressources disponibles s'avère vitale pour les générations actuelles et futures. 100 pirogues modernes pour les pêcheurs artisanaux de Dubrika. Cet accompagnement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, vise à développer la pêche artisanale et à encourager l'approvisionnement des marchés en poissons. Le geste est bien accueilli dans les débarcadères. Maurice Sidibi. Dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle du développement de la pêche artisanale, le chef de l'État a offert 100 embarcations motorisées à 10 grands débarcadères du pays. En attendant l'arrivée et la distribution de ces pirogues modernes dans les différents ports de pêche artisanale, la joie est indescriptible chez les bénéficiaires. Comme le président nous a donné 10 barques, vraiment tout le monde est content, tellement notre président, professeur Alpha Condé. D'ici, si on a eu le barque ici, vraiment, on va le gérer vraiment sans faute. Tout le monde va bénéficier. Parce que le pêche là, vraiment, le pêche guinéen, ça nous nourrit. Sur la destruction de la mangrove, jeune de reproduction par excellence des poissons, le président de la République affiche sa fermeté. Pour lui, l'écosystème marin constitue un grand espoir pour la pêche artisanale, toute chose qui réjouit cette corporation. Regardez ces mangroves, ces petits tas d'oasis de mangroves qui sont là-bas. Malgré que ce port est un aménagement, les Japonais ont dit de ne pas toucher à ces mangroves parce qu'ils connaissent l'importance du mangrove pour la mer, pour l'écosystème marin et côtier. Vraiment, nous sommes contents qu'il ait pris cet engagement, qu'il ait pris cette décision. Le président a toujours respecté ses engagements. Je pense bien que l'affaire de mangrove est donnée. Actuellement, le président a donné au gouverneur de la ville de Conakry et je sais que le gouverneur de la ville de Conakry, M. Mathurin, que tout le monde le sait, c'est un homme pragmatique. Tant qu'ils attendent le président, je pense bien qu'il est en train de se préparer actuellement parce qu'il faut mobiliser beaucoup de choses pour qu'il soit sur le terrain. Et je pense bien que ça sera encore reboisé. S'il n'y a pas de produits halieutiques à Conakry, ça va crier. Et pour qu'on n'a pas lutté contre la destruction de la mangrove. Dans quelques jours, ces embarcations seront acheminées dans tous les débarcadères ciblés par le projet présidentiel. Ici à Conakry, il s'agit de Kaporo, Bonfi, Dixine, Bessia et de Boulbini. À l'intérieur du pays, Tabouria, Koukoudi, Kamsar, Dubrika et Kachek sont les ports retenus. Au total, 500 pirogues dotées de moteurs hors bord seront livrées aux pêcheurs artisanaux.
volet santé de cette édition, doter la Guinée d'un système de laboratoire performant pour faire face à tout cas d'épidémie. C'est l'objectif d'un projet de l'expertise France. Les experts viennent de mener des activités dans ce sens. Yéné Yansane signe le reportage. Pendant 44 mois d'activité en Guinée, des experts français à travers le projet LabNet ont fait l'audit de l'ensemble des laboratoires, cartographier les besoins en formation et en équipement. Ce projet va permettre au pays de se doter d'un système de laboratoire performant pour faire face à tout cas d'éventuelle épidémie. C'est un projet qui a eu deux angles. Le premier angle qui a été pris par la Fondation Mérieux sur les laboratoires, on va dire de routine, c'est-à-dire les laboratoires d'hôpitaux, préfectoraux, régionaux, même certains centres de santé. Et du côté de l'Institut Pasteur que je dirige, on s'est intéressé plus aux laboratoires experts parce que chacun sait que lorsqu'un lorsqu'un échantillon a été prélevé, il faut bien l'amener à un laboratoire de diagnostic qui soit capable de dire qu'est-ce que c'est. Consolider les acquis du projet LabNet, donc de pérenniser, de capitaliser sur ce qui a été fait, de mettre à jour les cartographies, de mettre à jour toutes les données d'évaluation des laboratoires. Voilà, ça c'est la première chose que l'on peut attendre des autorités guinéennes pour continuer la mise en œuvre du nouveau projet qu'on appelle Labogui. Au-delà du renforcement des capacités de l'ensemble des laboratoires du pays, la question de la résistance aux antimicrobiens est prise en compte. Devenue une préoccupation sanitaire mondiale, la mauvaise administration des antibiotiques aux ruminants touche de plein fouet le secteur de l'élevage. Ce problème est un problème majeur dans notre pays. Si je prends le cas de l'élevage, nous sommes concernés à plus d'un titre. Nous utilisons les antimicrobiens, à savoir les antibiotiques, les antidéparasitants. Mais il faut le dire, comme ça se passe dans le secteur de la santé humaine, il y a des cas où ces antimicrobiens sont mal utilisés. C'est un projet donc le gouvernement français vient de mettre à la disposition du ministère de la Santé parce que la résistance aux antimicrobiens est devenue un problème de sécurité sanitaire mondiale. Tous les antibiotiques que nous avons actuellement dans le monde peuvent provoquer des résistances si ces antibiotiques sont mal utilisés. La mise en œuvre de ces projets pilotes est rendue possible grâce à l'appui financier de l'expertise France en collaboration avec la Fondation Mérieux et l'Institut Pasteur de Paris à hauteur de 3 millions d'euros. Santé toujours, le programme de mise en œuvre d'insémination artificielle se poursuit à l'intérieur du pays. Dans les préfectures de Kankan et Kouroussa, l'opération se déroule normalement. Aucun cas de brucellose n'est signalé sur la cinquantaine de vaches examinées, ce qui accroît les chances de réussite de cet ambitieux programme présidentiel. Reportage Tierno Maroufba, Mohamed Pati Kamara, Ternan Kamiseko. C'est la dernière étape avant l'insémination. Le retrait de l'espirale des vaches est accompagné de l'injection de la dernière hormone. Après l'introduction de cette molécule aux vaches, 2 jours suffisent pour procéder à l'insémination artificielle. Cette opération, suivie du retrait de la première hormone qui est l'espirale, se fait soigneusement par l'équipe d'inséminateurs formée au Maroc. Aujourd'hui, on a fait la 3e hormone qui est la PMSG. Ça, c'est le sérum de la jument gestante. C'est ce qui assure ici la maturation des ovules dans le processus d'insémination. Ça veut dire que dans 48 heures à partir d'aujourd'hui, on peut inséminer la vache. Demain soir, on va essayer de voir même la présentation au niveau de certaines vaches ici qui vont commencer à nous présenter les chaleurs. La synchronisation des chaleurs qui s'étend sur une période de 12 jours a permis aux vétérinaires de s'informer sur le niveau de préparation des vaches. Avec ce temps record, les premières chaleurs devront se manifester. Cette initiative présidentielle d'insémination artificielle, pilotée par le ministère de l'Élevage, a enregistré des résultats satisfaisants. L'insémination artificielle, c'est un moyen, c'est un outil pour le croisement et même parce qu'on peut faire même l'insémination artificielle à l'intérieur de la race. Mais dans notre cas, c'est des croisements que nous allons faire, c'est des semences de vaches européennes, donc performantes sur le plan de la production laitière et sur le plan de la production de viande.
Ce sont ces semences-là que nous croisons avec sur les damas. Donc, on va obtenir des produits qu'on va appeler métis, qui sont beaucoup plus performants que la dama guinéenne. Cette opération est suivie par d'autres équipes de vétérinaires dans les 5 autres préfectures pilotes de ce programme présidentiel d'insémination artificielle. Attention, le cancer devient un tueur silencieux. La prévalence est en croissance en Guinée. Le nombre de décès enregistrés l'année dernière est de 6 000. Le chef de l'unité de cardiologie du CHU de Donka est au micro de Aboubakar Kamara. Nous vous proposons un extrait de l'entretien de Koloma. Regardez. C'est une situation qui est bien plus alarmante parce que le cancer survient chez plus de 7300 Guinéens chaque année, avec à peu près 6 000 décès. C'est un problème grave de santé publique avec ce nombre de décès, mais également le nombre d'évacuations sur place, les déperditions économiques associées à ce fléau. Et pourquoi cet écart est aussi important? 7300 cas révélés par an, 6 000 décès, aucune prise en charge donc? Alors, il y a une prise en charge, mais la prise en charge, elle est insuffisante. Elle est insuffisante parce que le cancer, pour être pris en charge, il faut de la chirurgie, il faut de la chimiothérapie, il faut également de la radiothérapie. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien juste après cette édition d'information. Déplacement, réinstallation et indemnisation des communautés touchées par des grands projets de développement sont souvent source de conflits. La question est au centre de débat à Conakry. C'est une initiative du collectif des organisations de la société civile, Al-Gassimba. La Guinée, un pays de grande potentialité minière, agricole et énergétique. Chaque année, de nombreux projets voient le jour dans ces différents secteurs. Des projets qui demandent souvent la délocalisation des populations riveraines. Face à cette situation, acteurs de la société civile et cadres impliqués dans la gestion de ces secteurs débattent du processus de la réinstallation, la compensation et l'indemnisation des communautés affectées par ces grands projets. Aujourd'hui, nous organisons un débat public parce que l'un de nos objectifs est bien l'obtention auprès de l'État, l'élaboration d'une norme nationale contraignante à laquelle tous les projets de développement vont se soumettre. Mais pour cela, pour que la loi soit effective, il faudrait qu'elle soit inclusive. Il faudrait que tous les acteurs adhèrent à cette loi. Cet espace d'expression et d'échange sur le processus de compensation en Guinée permet de prendre en compte les avis sur toutes ces questions. Pour les acteurs de la société civile, c'est une stratégie de plaidoyer envers le gouvernement. C'est un sujet sur lequel je retrouve la société civile dans sa mission originale qui est de défendre les communautés, qui est de poser les débats sur les questions d'intérêt collectif. Il y a déjà un cabinet qui travaille sur un document. Nous allons collecter toutes les préoccupations qui seront remontées ici à ce cabinet pour qu'il les intègre dans un document consensuel. Une fois que le document est élaboré avant son adoption, nous allons faire une large diffusion pour que tout le monde participe afin de qu'on ait un document consensuel applicable. À travers ce débat, le collectif des organisations de la société civile guinéenne compte travailler pour influencer positivement le processus d'élaboration des textes de loi. Des textes qui registrent le déplacement, la compensation, l'indemnisation et la réinstallation des communautés affectées par les grands projets de développement du pays. L'autre temps fort de cette édition, Mamadouba Tosh Kamara a été élu ce jeudi nouveau maire de la commune de Matoto. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image, commenté par Bernard Tanguino. La reprise de l'élection du bureau exécutif du conseil communal de Matoto se déroule sous une haute sécurité. Malgré l'absence des 14 conseillers de l'opposition, le vote se passe à huis clos entre les 31 conseillers des autres structures politiques. À l'issue des échéances, Mamadouba Tos Kamara est élu maire de la commune de Matoto. Les défis sont énormes, mais le premier défi d'abord, c'est pour que tous les conseillers puissent mettre en tête que
c'est la commune de Matoto d'abord. Nous devons faire en sorte que nous qui sommes les conseillers, que la population ait confiance en nous. Et pour le faire, il faut aller vers la base pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent adhérer à nos projets de société. Un mouf de soulagement pour les travailleurs des ministères de l'Agriculture et de l'Élevage. Le personnel de ces deux départements vient d'être doté de bus de transport, une première pour le ministère de l'Élevage et la deuxième fois depuis 30 ans pour le ministère de l'Agriculture. Un travailleur, quand il quitte le matin, il vient à la plaque, même quand il a de l'argent. Il peut faire plus de 30 minutes à la recherche du véhicule pour rejoindre son poste de travail. Donc si on lui dit qu'il doit venir juste s'arrêter pour quelques minutes et que le bus passe le prendre, j'espère qu'il ne sera plus en retard, il sera ponctuel. L'artiste slammer André Flamy-Lelano poursuit ses œuvres d'encouragement des femmes. Un prix est institué par l'artiste pour récompenser les Guinéennes qui s'illustrent dans la promotion féminine. Première lauréate du prix, la présidente de la Fondation Solidarité Féminine. Depuis 5 ans, en créant le plateau Hommage aux femmes de Guinée, on a voulu apporter notre pierre, notre musique, notre slam à la promotion de la femme guinéenne en général. Parce que l'histoire de la Guinée prouve que les Guinéennes ont activement participé à tous les grands mouvements, à tous les grands processus de développement. Donc cette année, dans la perspective du 8 mars, nous avons voulu créer une nouveauté en distinguant des femmes qui se font illustrer non seulement par leur engagement pour des questions de promotion des droits de la femme, mais aussi pour des questions liées à l'autonomisation des femmes. Et puis en plus bref, 2 présumés forceurs viennent d'être arrêtés à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les 2 dames de nationalité léonaise sont reprochées d'avoir reproduit des faux documents de voyage. Elles ont été présentées ce matin à la presse. Nous y reviendrons. Au Palais du Peuple, l'école privée Les Sauveurs vient de procéder à la remise de diplôme à sa 9e promotion après 3 ans de formation théorique et pratique en BTS. Ces diplômés en santé comptent conquérir le marché de l'emploi pour être utile à la nation. Tabansila. La 9e promotion de l'école professionnelle privée Les Sauveurs a remis 99 diplômes aux étudiants en fin de cycle. Ils sont en fin de formation théorique et pratique dans les filières de sages-femmes d'État, de techniciens de santé publique et de laboratoire. Depuis sa création en 2008, l'école a reçu à intégrer près de 70% de ses étudiants à la fonction publique, ce qui réjouit son fondateur. Cette politique d'orientation des bacheliers dans les écoles professionnelles pourrait encourager les jeunes bacheliers pour l'enseignement technique, car de là ils sortent avec un métier des compétences. C'est l'occasion pour moi de remercier particulièrement le gouvernement guinéen qui nous a permis d'ouvrir ces écoles et nous accompagner. Aux parents des étudiants qui ont eu confiance en nous confiant la formation de leurs enfants. À cause de la qualité des cours enseignés, l'école Les Sauveurs reçoit chaque année le soutien du gouvernement à cause du leadership dans le cadre du partenariat public-privé. Vous devez affronter le marché de l'emploi qui n'est pas toujours élu. Ceci dit que c'est la fin d'une formation professionnelle, mais le début d'une carrière plus longue. Vous devriez être capable prochainement de planifier les activités d'un service de soins en tenant compte des besoins identifiés, assurer les prestations de soins promotionnels, préventifs, curatifs et de réadaptation à l'individu, de la famille et à la communauté. Après plusieurs années passées ensemble, ces étudiants célèbrent leur consécration dans la joie. Déjà, ils affichent leurs engagements à servir la nation. Je suis très heureuse de faire partie de l'école Les Sauveurs et je remercie mon fondateur de m'avoir aidé et mettre à la disposition des professeurs
En plus, nous sommes à la quête maintenant de l'emploi. Nous sommes à la disponibilité des autorités de nous aider à avoir du travail. L'école professionnelle de santé Les Sauveurs dans la commune de Ratouma a voulu appuyer les efforts de l'État dans la résolution du déficit en quantité et en qualité du personnel infirmier en Guinée. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Falilou Diallo. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.